C'est l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance pour vous informer. Tout de suite, place au sommaire de votre journal. Au Cameroun, la contestation ne faiblit pas après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle consacrant Paul Biya président pour un 8e mandat. Les partisans de Issa Bakary Kourouma occupent les rues, manifestent leur colère, dénoncent la fraude et appellent au départ de Paul Biya du pouvoir. À Madagascar, le nouveau gouvernement est connu. Il a été présenté mardi. Il est composé de 28 membres. C'est un melting de forces d'opposition au régime déchu, de techniciens et de nouvelles têtes de la société malgache. L'équipe dispose de 60 jours pour présenter des résultats. Et puis le président américain Donald Trump est en Corée où il a signé un accord commercial avec son homologue Lee Jae-myung. Accord négocié depuis plusieurs mois selon les deux parties. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. Au Cameroun, la contestation ne faiblit pas. Après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle consacrant Paul Biya président pour un 8e mandat à 92 ans, les partisans de Issa Bakary Kourouma occupent les rues, manifestent leur colère, dénoncent la fraude et appellent au départ de Paul Biya du pouvoir. Les images. À coups de gaz lacrymogène, la police disperse les manifestants à Douala, poumon économique du Cameroun. Depuis l'annonce de la victoire du président sortant Paul Biya face à l'opposant Issa Kourouma lors de la dernière présidentielle, la foule proteste et crie à la fraude. La situation dégénère progressivement dans certaines contrées du pays. Voyez-vous, les jeunes sont dehors pour revendiquer leur voix, soit des envolés. Donc moi je suis d'accord avec eux puisque dans les urnes, nous voyons clairement que Issa Kourouma a battu, campagne a remporté. Mais le pouvoir en place... Franchement, les gens ne sont pas contents. Et avaient raison. Parce que ça fait 43 ans que nous souffrons. Que ça pas mal. Les enfants souffrent. Les enfants ont fréquenté et n'ont pas d'emploi. On n'arrive pas à manger au Cameroun. On n'arrive pas à se soigner. On en est marre. Depuis le début des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, les ONG rapportent de nombreux morts et appellent à la fin de la répression et de la destruction des biens. L'ancien homme fort de la Gambie, Yaya Jammeh, pourrait être poursuivi par la justice de son pays s'il retournait à Banjul, la capitale. Yaya Jammeh a annoncé la semaine dernière son éventuel retour aux sources. En Gambie, Yaya Jammeh pourrait faire face à la justice en cas de retour au pays. La menace vient directement du gouvernement. Un avertissement sans ambiguïté adressé à l'ancien président. Dimanche dernier, une note vocale annonçait le retour de l'homme sur le sol gambien. Janvier 2017, Yaya Jammeh a fui le pays pour s'exiler en Guinée équatoriale. Il avait tenté de s'accrocher au pouvoir après l'avoir perdu dans les urnes face à Adama Barrow. L'ex-président, âgé de 60 ans, annonce depuis quelques années vouloir mettre fin à son exil. Mais les autorités actuelles brandissent la menace de poursuites judiciaires à son encontre. Aucune date précise de retour n'est indiquée dans le message de Yaya Jammeh. Cependant, il a évoqué un protocole d'accord avec l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'ONU et l'Union européenne qui, selon lui, l'engagerait à accepter son futur retour. Nous le disions dans nos titres, à Madagascar, le nouveau gouvernement est connu. Il a été présenté mardi. Il est composé de 28 membres. C'est un melting des forces d'opposition au régime déchu, des techniciens et de nouvelles têtes de la société malgache. L'équipe dispose de 60 jours pour présenter des résultats. À Madagascar, un nouveau gouvernement a été dévoilé ce mardi, 10 jours après l'investiture du colonel Michael Randrianirina à la présidence du pays. La nouvelle équipe gouvernementale menée par Erin Salama Rajaonarivelo est composée de 29 membres, dont 25 civils et 4 militaires ou paramilitaires. Parmi les personnalités nommées, on retrouve des noms connus de la vie politique malgache. C'est le cas de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Christine Razana Maasoa. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale, elle a aussi été garde des Sceaux du
du président déchu Andry Rajoelina entre 2009 et 2013. Autre figure du sérail politique, Fanny Rizzoa Hernaivo. Cette magistrate fervente opposante du précédent régime a longtemps vécu en exil en France. Elle hérite désormais du ministère de la Justice et aura la tâche de lutter contre la corruption. Le nouveau gouvernement fait aussi apparaître des visages encore inconnus du grand public, comme le professeur d'économie Eri Ramiarisson, nommé ministre des Finances. Mais des interrogations demeurent quant à la capacité de ce gouvernement à répondre aux attentes de changement radical portées par la population. Le mouvement de contestation mené par la génération Z s'est formé en septembre en réponse aux coupures d'eau et d'électricité incessantes dans le pays. Michael Randrianirina a donné 2 mois à ses ministres pour obtenir des résultats. À l'international, la guerre américaine contre le narcotrafic. Washington mobilise son plus grand porte-avions pour lutter contre le trafic de la drogue dans les Caraïbes. Le déploiement de cet arsenal fait monter la tension entre Trump et ses homologues du Venezuela et de la Colombie. C'est le plus gros des porte-avions au monde, le Gerald Ford et sa flotte, missionné par Washington dans sa guerre déclarée contre le narcotrafic dans les Caraïbes. Il rejoint les 8 navires et 10 avions de combat furtifs déployés jusqu'ici par les États-Unis depuis septembre. Une montée en puissance dénoncée à la télévision par le président du Venezuela, dont Washington a mis la tête à prix. Ils fabriquent une nouvelle guerre éternelle. Ils ont promis qu'ils ne feraient pas la guerre. Et ils fabriquent une guerre. Le Venezuela ne produit pas de drogue, martèle Nicolas Maduro, qui dénonçait jusqu'ici une opération visant à le chasser du pouvoir. La lutte contre le transit de drogue en provenance de Colombie se poursuit, dit-il. Non à la guerre. Caracas a lancé des exercices militaires destinés officiellement à protéger la souveraineté nationale et la stabilité intérieure. 10 navires ont été pulvérisés par des frappes américaines jusqu'ici au prétexte qu'ils transporteraient de la drogue. Le dernier dans la nuit de jeudi à vendredi. 43 morts au moins. Une frappe et tout le monde est mort. La seule façon de ne pas se sentir mal est de réaliser qu'à chaque fois on sauve des vies. Chacun de ces bateaux mis hors service, c'est 25 000 vies américaines sauvées. Autre président dans le viseur de Trump, le Colombien Petro pour sa politique de pardon vis-à-vis des narcotrafiquants et des ex-guerrilleros. C'est un voyou. Il fabrique beaucoup de drogue. Nommément menacé et ciblé par des sanctions américaines ainsi que sa famille, Gustavo Petro menace de poursuivre Trump pour diffamation aux États-Unis et il accuse à son tour. Les États-Unis, avec ce type d'action, se livrent à des crimes extrajudiciaires, que ces hommes sur ces bateaux soient coupables ou non de transporter de la cocaïne. Trump agit, c'est un fait, en dehors de tout aval du Congrès américain dans cette guerre contre le narcotrafic. Au Brésil, une opération policière d'une rare violence a plongé mardi plusieurs favelas de Rio de Janeiro en zone de guerre. Au moins 64 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre la police brésilienne et les trafiquants de drogue supposés. Pas moins de 2500 policiers étaient mobilisés pour l'opération. Les descentes anti-drogue sont fréquentes à Rio, mais l'opération de mardi, concentrée dans 2 favelas à proximité de l'aéroport international, a tourné à la scène de guerre. Tirs intenses, barricades, pas moins de 2500 policiers avaient été mobilisés pour combattre l'expansion territoriale du Commando Rouge, l'une des principales factions criminelles du Brésil, implantée dans plusieurs États du pays. La plus grande opération de l'histoire, a communiqué le gouverneur de la ville. Les policiers interviennent dans une zone de 9 millions de mètres carrés, soit 2 fois la taille du quartier de Copacabana. Problème, à leur arrivée, les forces de sécurité sont attendues par les narcotrafiquants armés. L'opération tourne au bain de sang. Il y a des arrestations, mais aussi des morts et des blessés des 2 côtés. Jusqu'à présent, nous avons arrêté 56 criminels.
18 criminels neutralisés, 31 fusils saisis, ainsi qu'une grande quantité de drogue qu'il n'est pas encore possible d'évaluer, car ils sont en plein combat. Malheureusement, les décès ont également touché nos policiers. À l'hôpital Getúlio Vargas débarquent les blessés, parfois ligotés. Un défilé ininterrompu de véhicules déposant policiers, délinquants présumés ou même simples habitants. Des riverains choqués. Nous sommes là au milieu de ce chaos sans savoir quoi faire. C'est horrible, j'ai peur. Cela fait des années que j'habite ici, mais ça me fait peur. L'opération expose l'échec des politiques de sécurité brésiliennes pour une trentaine d'organisations de la société civile. Toujours à l'international, pour la première fois depuis le début de la guerre, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a abattu un drone israélien au Liban Sud. L'incident s'est produit dimanche après-midi après qu'un drone israélien a survolé une patrouille aux abords d'un village. Les casques bleus disent avoir pris les contre-mesures défensives nécessaires pour abattre le drone. Une situation qui installe un bras de fer entre la mission onusienne au Liban et l'État d'Israël. C'est un bras de fer qui s'installe entre la FINUL et Israël. Dimanche, un drone israélien a été abattu par la force intérimaire des Nations Unies au Liban lors d'une mission de surveillance de routine dans la région de Kfar Kila au sud du pays. La force a également affirmé qu'une grenade avait été larguée à proximité de sa patrouille et qu'un char israélien avait ouvert le feu sur ses observateurs, ce que l'armée israélienne dément catégoriquement. Le porte-parole de Tsahal a affirmé que le drone effectuait une mission de collecte d'informations et de reconnaissance de routine. Selon Tsahal, les forces de la FINUL présentes à proximité du site ont délibérément tiré sur le drone alors qu'il ne représentait aucune menace pour elle. Le porte-parole de l'armée a confirmé que des soldats israéliens avaient ensuite lancé une grenade à main sur la zone où le drone avait été abattu, non pour viser les casques bleus, mais pour s'assurer que l'appareil ne tombe pas entre les mains ennemies. Le Figaro nous apprend que la France est derrière la décision d'abattre le drone israélien. Les casques bleus qui ont donné l'ordre étaient français. La FINUL a reçu des ordres pour appliquer les contre-mesures nécessaires face à des comportements au mieux irresponsables, au pire franchement agressifs. La source affirme qu'un casque bleu indonésien a récemment été blessé par un éclat de grenade lancé par un drone israélien et que 2 soldats libanais ont été tués en intervenant sur un drone israélien en août. À la même période, des soldats français de la FINUL en patrouille s'étaient retrouvés avec un drone israélien à 25 mètres environ au-dessus d'eux, créant un début de panique et obligeant les casques bleus à regagner leur véhicule blindé, ne sachant pas si l'engin était armé ou pas. Ce n'est pas possible de continuer à être aussi peu professionnel avec des gestes d'agressivité et de harcèlement qui font peur également à la population et sur lesquels jusqu'à présent la FINUL n'avait pas réagi de façon trop brutale. Mais cela devient insupportable et dangereux. Selon Paris, entre 10 et 20 drones israéliens surveillent et volent au-dessus du sud Liban tous les jours. Et nous restons dans le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a commenté les nouvelles attaques israéliennes dans la bande de Gaza et a déclaré que malgré ces attaques, rien ne mettra en danger le cessez-le-feu atteint à Gaza. Donald Trump s'est exprimé avant sa tournée asiatique. Le président des États-Unis, Donald Trump, a commenté les nouvelles attaques d'Israël dans la bande de Gaza et a déclaré que malgré cela, rien ne mettra en danger le cessez-le-feu atteint à Gaza. En parlant aux journalistes avant son voyage en Corée du Sud, il a dit que l'attaque israélienne était entièrement justifiée. Ils ont tué un soldat israélien, les Israéliens ont riposté, et ils devaient riposter, a déclaré le septuagénaire. Le leader américain a également ajouté que le Hamas devait se comporter avec courtoisie, rapporte Times of Israel. Le Hamas est une très petite partie de la paix au Moyen-Orient et ils doivent bien se comporter. Ils ont dit qu'ils seraient bons et s'ils le sont, ils seront heureux, mais s'ils ne le sont pas, ils disparaîtront, a-t-il affirmé. Trump a affirmé que les responsables du Hamas ont dit à ses assistants, Steve Witkoff et Jared Kushner, qu'ils se désarmeraient. Nous avons en fait rencontré certains des dirigeants du Hamas et je pense qu'ils sont mécontents de voir que certains de leurs gens sont tués, a déclaré le leader américain. La violation du cessez-le-feu a également été commentée par le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Le cessez-le-feu est respecté. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de petites escarmouches de temps en temps. Nous savons que le Hamas a attaqué un soldat israélien. Nous attendions une réponse d'Israël, mais je pense que la paix sera maintenue malgré cela. Par ailleurs, les autorités palestiniennes ont déjà confirmé que 5 personnes sont mortes lors des attaques israéliennes de la nuit dernière.
Le président américain est en Corée où il a signé un accord commercial avec son homologue Lee Jae-myung. Cet accord inédit ouvre la voie à une coopération renforcée dans l'automobile, la construction navale et l'énergie entre Séoul et Washington. Un accord négocié depuis plusieurs mois selon les deux parties. Troisième étape de la tournée asiatique de Donald Trump. Le président américain est arrivé dans la ville sud-coréenne de Gyeongju pour l'APEC, le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Dès l'ouverture un peu plus tôt dans la journée, le président sud-coréen fait allusion aux droits de douane exorbitants imposés par les États-Unis. À une époque où le protectionnisme et le nationalisme gagnent du terrain, les mots coopération, coexistence et croissance inclusive peuvent sembler creux. Paradoxalement, le rôle de l'APEC en tant que plateforme de solidarité brillera encore plus dans des périodes de crise comme celle-ci. De son côté, Donald Trump salue ses alliances avec les pays de la région Indo-Pacifique. Lorsque les États-Unis prospèrent, nos partenaires prospèrent et nos alliances prospèrent. Tout l'Indo-Pacifique. C'est bon pour nous tous. Le monde entier devient plus sûr, plus riche et plus grand que jamais. Cette année, le sommet de l'APEC devrait être éclipsé par la rencontre entre Donald Trump et le numéro 1 chinois Xi Jinping. Au menu des discussions, la réduction des tarifs douaniers américains sur les produits chinois en échange de meilleurs contrôles de Pékin sur ses exportations de produits chimiques utilisés pour fabriquer du fentanyl. Au moment de l'arrivée de Donald Trump en Corée du Sud, les médias d'État nord-coréens annoncent un nouveau tir de missiles. L'administration des missiles de la République démocratique populaire de Corée a procédé à un tir d'essai de missiles balistiques dans la mer occidentale de Corée le 28 octobre. Trump répète qu'il souhaite s'entretenir avec Kim Jong-un, mais ce ne sera pas pendant ce voyage. La dernière rencontre des deux chefs d'État remonte à 2019. Les négociations d'alors, quant à une éventuelle dénucléarisation de Pyongyang, s'étaient soldées par un échec. Et nous parlons à présent religion pour clore ce journal. La Fédération protestante de France vient de publier une nouvelle édition de son guide AME, Accueil des mineurs en Église, un outil pour accompagner les églises dans l'encadrement des mineurs avec des repères légaux et de nouvelles fiches thématiques. Ce document destiné aux structures protestantes où sont encadrés des enfants et des adolescents pendant les colonies, les camps et les séjours est conçu par la commission jeunesse de la FPF, Fédération protestante française, en collaboration avec des experts et responsables jeunesse. Ce guide vise à offrir aux animateurs et aux pasteurs des éléments légaux pour les activités du groupe organisées au sein des églises. Voilà, c'est ici que prend fin ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers respectifs. Bonsoir.